portent des noms tels que SolarWinds, Stuxnet ou WannaCry. Volent des données, espionnent et sabotent des systèmes. Ils infectent et paralysent des entreprises, des administrations, voire des États. Ces virus informatiques sont peut-être les nouvelles armes des conflits d'aujourd'hui. Les cyberattaques font de plus en plus souvent la une de l'actualité, comme le montrent les événements récents en Europe. La menace est réelle. Faut-il pour autant oublier les fusils d'assaut et les chars blindés? La guerre sera-t-elle bientôt cyber? Alors, la cyberguerre, c'est à la fois une réalité et à la fois il y a un côté un petit peu mythe. En fait, aujourd'hui, il y aura des actions dans le cyberespace, ça c'est une évidence. Ça fait de nombreuses années que ça existe, que ce soit contre les institutions, donc contre les forces armées ou leurs capacités, mais aussi contre les individus. Et on le voit bien avec la guerre en Ukraine. Des actions qui peuvent éventuellement être considérées comme des actions de guerre, ou en tout cas dans un environnement de guerre, existent. Les Ukrainiens subissent des attaques cyber depuis de très nombreuses années, des attaques qui sont malgré tout assez handicapantes en fait, pour un certain nombre de leurs capacités, de leurs institutions. Dans l'imaginaire collectif, ce qu'on appelle cyberespace, c'est Internet, le monde virtuel. La réalité est un peu plus complexe. Cet espace immense et sans frontières est créé par l'interconnexion des réseaux informatiques mondiaux. Il est fait de 3 couches principales. Une couche physique, celle des infrastructures matérielles qui lui permettent d'exister, comme les câbles, les serveurs ou les ordinateurs. Une couche logique, celle du langage informatique, qui permet aux machines de communiquer entre elles, comme les protocoles ou les codes. Et une couche dite informationnelle, qui regroupe le contenu présent sur le web. Chacune de ces couches peut être cyberattaquée. Dans la première, les câbles sous-marins, par exemple, qui transportent la quasi-totalité des communications mondiales, sont parfois la cible d'actes de malveillance, de dégradation ou d'espionnage. Le numérique a aujourd'hui conquis la planète et le monde militaire n'y échappe pas. Aujourd'hui, oui, le ministère des Armées est performant parce qu'il est numérisé, et donc parce qu'il est numérisé, il doit développer des capacités de cybersécurité, de cyberdéfense, des mécanismes qui vont permettre de protéger, de défendre nos systèmes d'information pour assurer la résilience des forces armées, le fonctionnement du ministère. Le cyber, c'est pas juste un geek derrière un ordinateur, c'est véritablement une manœuvre militaire conçue dans sa complexité, dans ses interactions avec les autres acteurs opérationnels. Quand il y a une attaque, pour nous, c'est une opération de défense. En fait, on va défendre nos capacités opérationnelles, nos intérêts militaires. Le commandement de la cyberdéfense classe les opérations dans le cyberespace en 3 domaines de lutte informatique. Défensive, offensive et d'influence. Quant au premier domaine, celui de la cyberdéfense, à proprement parler, il regroupe toutes les mesures de protection des moyens informatiques employés pour assurer la défense de notre pays. À Toulon, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul est à quai pour un arrêt technique. L'industriel est à bord pour tester les systèmes. On est branché sur le missile 32 et 36. Reçu 32, 36. Au central opération, le second maître Emma détecte une anomalie. La piste Papa 01 dans le 90, 32 nautiques classifiées hostiles. Papa 01 dans le 90, piste classifiée hostile. Un bâtiment hostile approche, mais le système d'armes ne répond plus. Au paramanœuvrer. Impossible de passer au paramanœuvrer, le lanceur 3 est en erreur. Reçu, lanceur 3 en faute, on va investiguer. Bug ou incident technique? Plus que ça, une attaque cyber. En réalité, une fausse attaque cyber jouée lors de l'édition 2022 de DEFNET, l'exercice annuel de la cyberdéfense française. L'occasion d'entraîner toute la chaîne cyber du ministère. 14 états-majors, directions et services sont mobilisés, soit plusieurs centaines de cybercombattants des 3 armées sur le pied de guerre pour jouer plusieurs dizaines de scénarios. Et le dysfonctionnement est lié à ce branchement-là, vous pensez? Disons que c'est le seul élément extérieur qui est branché à notre système interne. Donc on peut en déduire que la faute, elle viendrait d'en bas. Après, encore une fois, j'ai simplement constaté le lanceur numéro 3 en faute et j'ai pas plus d'informations à vous donner. Une menace
va exploiter une vulnérabilité pour tenter de produire un impact opérationnel. Par exemple, un attaque opérationnelle force, c'est une cyberattaque qui s'en prend à nos radars et qui vont les bloquer, les empêcher de détecter une attaque potentielle. Ou de même, une attaque, là aussi, théorique, et bien évidemment, on s'emploie à ce que ces attaques ne puissent pas se faire, qu'on puisse les détecter, les empêcher. Mais par exemple, sur le porte-avions, que le système qui permet aux avions de décoller n'existe plus parce qu'il a été bloqué, ou bloquer les communications satellitaires. Donc, c'est-à-dire que nos forces déployées en opération n'ont plus les moyens de communiquer. Ça, c'est un impact opérationnel fort. Donc c'est pour ça justement qu'on a véritablement un besoin d'être très paranoïaque et de s'intéresser à tous les types d'attaques et donc à toutes les motivations possibles et imaginables. C'est l'objectif de DefNet, s'entraîner à détecter, analyser et contrer toute menace cyber. L'exercice est piloté par le commandement de la cyberdéfense à partir de sa base à Rennes. C'est un exercice dont la préparation dure environ 1 an parce qu'il rassemble, comme je vous l'ai dit, un certain nombre d'entités qui sont très diverses. Cette année, dans le cadre du scénario, nous sommes confrontés à une menace de nature étatique qui a pour objectif d'entraver l'action des armées à la fois en opération extérieure et sur le territoire national. On a un travail très important qui porte sur le réalisme de l'exercice et on essaye autant que possible de jouer ces attaques réellement contre nos systèmes et de jouer également la phase de restauration qui nous permet de retrouver l'intégrité de nos systèmes en réel. À Mont-de-Marsan, un incident cyber est simulé sur un système solaire moyenne portée Mamba qui permet de sécuriser l'espace aérien. Oui, c'est bon, j'ai bien les munitions sur le TECR. Je visualise le bug. Le lieutenant Marine est sur place avec son GIC, son groupe d'intervention cyber. Donc si vous voulez bien m'expliquer ce qui s'est passé, c'est bien vous qui avez vu l'incident ce matin? Exactement, en fait. Ces équipes d'experts interviennent en cas d'incident cyber. Et j'ai constaté qu'il y avait une avarie qui est intervenue sur le TECR. Ça, vous l'avez branché à quel système? Ça, en fait, je l'ai branché directement au lanceur, en fait. Au lanceur? Ouais. Et c'est à partir du moment où vous l'avez branché, vous avez lancé des manips dessus? C'est ça, exactement. Et ensuite, ça s'est déclenché? Exactement. Et donc là, depuis, ça... Donc là, mon lanceur... Ça, normalement, c'est pas censé clignoter, c'est ça? Non. Un peu comme des inspecteurs ou des médecins légistes, ils investissent la scène de l'incident pour enquêter. Vous êtes sur le TECR qui a été branché au MLT. Tout à fait. Et donc vous m'avez dit que vous avez trouvé un marqueur de compromission. Voilà, donc c'est un fichier que vous avez retrouvé. Effectivement, c'est un fichier qu'on ne connaît pas nous en interne, chez MBDA. Donc effectivement, il semble être suspect. Ils sont parfois renforcés par l'industriel, concepteur du système attaqué. L'analyse est en cours. Là, on est obligé d'attendre un certain laps de temps pour pouvoir ressortir vraiment tout le caractère malveillant de l'exécutable. Sur la base aéronavale de Hyères, le scénario est transverse. Il touche 2 hélicoptères NH-90 Caïman, terre et marine. Les instruments de bord qui donnent le cap sont défaillants. Alors Major, on a quelque chose qui ressort du coup? Eh bien écoutez mon capitaine, au vu du déchargement des données de vol, de notre vol, eh bien, aucune remontée significative qui concerne la dérive des câbles que nous avons eu pendant le vol. Aucun code panne. Là, je ne comprends pas, j'ai essayé sur l'autre logiciel, pareil, aucune remontée de panne. L'enseigne de vaisseau Vincent et son équipe sont dépêchés sur place. Cette première interrogation, c'est d'essayer de voir d'abord 2 choses. Le premier, c'est d'établir une timeline claire du coup de ce qui a été remarqué. Quand on arrive sur les lieux, l'objectif pour nous, ça va être de déterminer en fait le périmètre, donc c'est-à-dire l'ensemble des systèmes qui ont pu être touchés par l'attaque. C'est pour ça qu'on procède d'abord à un interrogatoire. Et en dialoguant avec différents intervenants, à la fois des industriels, à la fois du personnel technique qui a l'habitude d'intervenir sur la machine et le personnel qui a l'habitude de la conduire. Et on a fait notre stationnaire technique et au retour, juste avant de revenir, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une dérive de 15 degrés sur nos 2 IRS. On avait un cap affiché au 148 pour une piste au 133. On est rentré au parc, on a coupé, on a déchargé la machine, donc le mécanicien navigant a déchargé le rapport du vol et en fait on n'a eu aucun problème pour remonter.
Ok, donc c'est vraiment l'IRS, c'est la partie qui vous donne le cap, c'est ça? C'est les centrales inertielles. Du coup, les centrales inertielles qui vous fois le cap, vitesse, j'imagine. Et tous les paramètres de vol. Ok, d'accord. Ensuite, on procède à une partie prélèvement. Donc l'objectif, ça va être de faire des relevés du contenu des différents systèmes d'information et en tirer du coup des images qu'on pourra après analyser avec des outils spécifiques que nous possédons. Direction Toulon, au centre support cyber dont dépend Vincent pour l'analyse des données. Donc l'objectif, ça va être avec les images qu'on a faites des systèmes qu'on est allé prélever hier, on va maintenant les analyser, les décortiquer pour essayer de comprendre le malware, son chemin, et remonter ce chemin-là et après avoir quelle est la zone qui était polluée et comment ensuite la dépolluer et nettoyer le système pour le rendre opérationnel. Vous avez fait quoi, en recherche de pattern IRS? Ouais. T'as fait un file scan et t'as grippé sur IRS? DEFNET, c'est aussi l'entraînement des non-spécialistes, car les opérateurs sur le terrain sont parmi les premiers confrontés à une potentielle attaque. Ok. Le centre support cyber entraîne les marins sur une plateforme avant de les former en mer en conditions réelles. On y retrouve le maître principal Morgane, entraîneur cyberdéfense. Ici, on va entraîner de l'automaticien, une personne qui a plus tendance à venir de la branche électricité ou mécanique, qui n'est pas forcément ou qui n'est même pas du tout informaticien à la base, hein, c'est pas ce qu'on recherche. L'idée, c'est de le mettre face à des éléments qu'il connaît et de lui apprendre ou de l'entraîner sur les éléments cyber qui pourraient s'ajouter à son métier à lui principal. Donc là, on est concrètement sur la partie IoT, numérisation du métier, propulsion d'une frégate, orientation de la frégate, etc. Notre méthode d'entraînement, elle a fait ses preuves. L'ensemble des marins sont habitués à les utiliser. Il s'agit à la fois, dans un premier temps, détecter l'incident. Je suis capable de comprendre ce qui se passe. Ensuite, je vais le classifier. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Et ensuite, on passe dans les phases de contrer et de restaurer, où là, le marin doit être autonome parce qu'il est sur un bâtiment de surface, parce qu'il est sur un sous-marin, parce qu'il est dans un aéronef, il est au centre d'un conflit. Il doit être autonome dans ses actions de remédiation et ses actions de contre. À Rennes, les participants doivent faire face à des crises simulées sur les réseaux du ministère, déployés sur le territoire national et en opération. Leur fonction d'admin. En gros, le truc est complètement verrouillé. On ne peut plus compter dessus. Pour ce qui nous concerne, du coup, on passe cette fois plus sur une phase d'investigation à chaud, en vue de faire de la remédiation, mais sur une phase d'investigation un peu plus à froid, où le but, ça va être de comprendre le cheminement de l'attaquant et d'essayer de faire émerger ses intentions au travers des actions. Parmi eux, la 807e compagnie de transmission, une unité à vocation interarmée, spécialisée dans la lutte informatique. Sa vocation est d'apporter en fait une supervision aux systèmes informatiques qui sont déployés en opération. Le but étant en fait de pouvoir faire ce qu'on appelle en anglais du monitoring, donc de la surveillance en permanence, de détecter ce qui sort de la norme pour pouvoir après éventuellement en qualifier des incidents et si c'est le cas après déterminer si on est sous le coup d'une attaque ou pas. Le SOC que vous voyez derrière est impliqué dans la supervision d'une partie des réseaux qui sont joués sur DEFNET, une partie des réseaux qui justement simule un réseau d'opération. Donc on se met dans le contexte dans lequel on va être amené à servir en opération extérieure bientôt. Montrez-moi. Parce que le numérique est partie prenante de tout, on a besoin que chaque exercice ait son volet cyber et en tout cas qu'il n'ait pas un volet à part, que ce soit un volet complètement intégré. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des opérations, en fait, le cyber est intégré dans les opérations, en fait, donc plus ou moins de manière importante, mais il n'y a pas une opération aujourd'hui qui n'intègre pas le volet cyber. Et donc, au même titre qu'il y a un volet terre, air, mer, spatial, force spéciale, voilà, le cyber est intégré. Donc, tout exercice se doit aujourd'hui de le faire. Alors, il est fondamental de s'entraîner dans les conditions les plus proches de la réalité, parce qu'aujourd'hui, nous pourrions être exposés face à des adversaires beaucoup plus entraînés, beaucoup plus agressifs et disposant de moyens d'action beaucoup plus larges que ceux auxquels nous faisons face actuellement, qui seraient en mesure de réaliser des actions offensives ou à des fins de renseignement et qui pourraient perturber la conduite des opérations, voire l'empêcher. C'est bien la finalité des exercices comme DEFNET, être plus performant sur les théâtres d'opération partout où la France est engagée, comme en Afrique ou au Proche-Orient, dans le cadre des opérations Barkhane et Chamal, où la 807e compagnie est projetée.
Le théâtre Barkhane est particulièrement vaste, il fait la taille de l'Europe. Et pour contrôler l'ensemble des données qui sont sur plusieurs pays en Afrique, c'est une équipe donc, du coup, de 5 personnes qui sont réparties dans le SOC à N'Djamena, qui vont pouvoir contrôler, grâce à des sondes réparties sur l'ensemble des pays, tous les flux qui transitent par le réseau. Un réseau dense, mais surtout stratégique. Supervisons un parc informatique conséquent qui représente à peu près 2500 ordinateurs, avec un réseau de télécommunications assez dense, et auquel s'ajoute dernièrement la supervision des téléphonies mobiles. Il y a énormément de manipulations sur les ordinateurs, ce qui remonte énormément d'événements, mais ce qui est tout à fait normal. Une ouverture de session, le branchement d'une clé USB, l'équipe analyse ces événements informatiques pour en isoler les actions suspectes. Concrètement, une journée représente environ plusieurs millions d'événements, ce qui représente une vingtaine d'alertes. Et de ces vingtaines d'alertes en découlent 1 ou 2 incidents journaliers. Grâce aux équipements qu'on déploie sur les différents sites, on a des sondes. Et ces sondes, elles vont analyser du coup tout ce qui se passe. Elles vont capturer le flux système, donc ce qui concerne les ordinateurs en eux-mêmes, mais aussi les flux réseau. Ces réseaux sont des réseaux protégés sur lesquels circulent des informations sensibles et on va regarder ce qui transite comme information dessus. Généralement, on est plutôt vu comme les policiers justement des réseaux, mais nous, on sait très bien qu'on agit pour eux, pour la protection de leurs données et surtout pour que la mission puisse bien se dérouler. Il est intéressant de noter que cette supervision ne serait pas possible depuis la métropole. La masse de données est absolument considérable à traiter et à analyser. Ce serait impossible de la rapatrier en France pour des questions de réseau, de débit. C'est pour ça qu'il est important d'être présent sur le théâtre pour pouvoir le faire correctement et avec une masse critique de données suffisante, mais également pour pouvoir conseiller le chef au plus près et pas par téléphone ou par visio depuis la France. D'autre part, s'il y avait un réel incident cyber qui était détecté, il est probable que les flux vers la métropole seraient coupés pour éviter qu'une attaque se diffuse sur l'ensemble du réseau. Cela rendrait la métropole totalement aveugle et le théâtre isolé. Cela justifie le besoin d'avoir du spécialiste cyber directement sur place au plus près des chefs. La transformation numérique en cours va offrir des moyens d'action inédits sur le champ de bataille, comme la mise en réseau des systèmes d'armes, avec pour conséquence une plus grande efficacité opérationnelle, mais également une plus grande vulnérabilité. La Direction générale de l'armement est l'expert technique du ministère des Armées en matière de cyberdéfense. De l'anticipation de la menace à la maîtrise d'ouvrage de cybersolutions, elle permet aux armées de disposer de systèmes d'armes cybersécurisés au bon niveau et de moyens pour mener à bien les luttes informatiques. La notion de déconnexion est tout à fait illusoire. Un système d'armes est connecté en permanence à une quantité d'autres acteurs et les attaquants en face le savent parfaitement, pourraient vouloir profiter de l'ensemble de ces connexions pour venir pénétrer, intruser le système en question. C'est le cas par exemple du Griffon ou du Jaguar, des blindés de la gamme Scorpion. Avec une numérisation accrue de l'ensemble des véhicules, des échanges accrus entre ces différentes pièces sur le terrain, on accroît la surface d'attaque et donc on est obligé de prendre dès le départ le plus grand compte des exigences cyber. L'enjeu pour nous, c'est de désormais ne plus avoir aucun système d'armes qui puisse être engagé dans un environnement numérique agressif sans disposer d'un système de supervision de la sécurité, de détection d'attaques. Les prochaines capacités des armées intégreront une protection numérique dès leur conception et tout au long de leur cycle de vie. C'est le cas par exemple de la future frégate de défense et d'intervention, premier programme nativement cybersécurisé. Mais le principe de continuité du cyberespace permet d'atteindre une cible sans l'attaquer directement. Il existe bien souvent un chemin numérique entre le port et le bateau en mer, entre la station de carburant et le véhicule. On a tendance à expliquer ça de manière extrêmement simple en disant que la sécurité c'est l'affaire de tous. Les attaques commencent bien souvent par des erreurs d'inattention ou des erreurs individuelles de celui qui branche la clé USB sur le mauvais système ou clique sur un lien ou une pièce jointe sans avoir préalablement s'être demandé si cette pièce jointe ou ce lien est de confiance.
Les experts cyber de la Direction générale de l'armement, regroupés au sein du centre DGA Maîtrise de l'information, situé à Bru, en Bretagne, en sont bien conscients. Au quotidien, ils analysent la menace et spécifient les architectures de nos systèmes d'armes pour qu'ils résistent à toute forme d'agression cyber. Ils créent aussi des outils de sensibilisation. Ici, dans ce scénario, un marin reçoit sur son adresse professionnelle un courriel avec un document en pièce jointe. La plaquette d'information d'un club de plongée, une activité dont il est un adepte. Il le télécharge sur sa clé USB sans se douter qu'il est piégé. L'attaquant l'a ciblé depuis le réseau LinkedIn, où il a trouvé suffisamment d'informations personnelles pour préparer son attaque. Une fois la clé USB branchée à bord du bateau, le virus va infecter le réseau et prendre le contrôle du système de propulsion. La cyberdéfense, c'est aussi et surtout un sport collectif. Alors, la cyberdéfense, elle concerne l'ensemble des acteurs, des utilisateurs du numérique. Chacun est responsable justement d'une bonne utilisation du numérique. Après, c'est complexe, donc on a besoin des spécialistes de la technologie, de l'informatique, des réseaux, mais aussi des réseaux sociaux, des acteurs du renseignement, d'intérêt militaire ou d'autres types de renseignements sur la sécurité et la défense, qui eux aussi vont contribuer à ce que l'on puisse couvrir le spectre le plus large possible à l'intérieur du ministère, mais aussi à l'extérieur, avec notamment nos industriels de la défense, qui eux aussi doivent être protégés et ne doivent pas être des sources de vulnérabilité pour nous. Une large part des cyberattaques se joue sur le terrain économique, pour voler des renseignements, des secrets de fabrication, des éléments de recherche et développement. Le ministère des Armées est donc particulièrement attentif à ses partenaires, notamment aux 4000 entreprises de la base industrielle et technologique de défense. En cas de suspicion de compromission d'une entreprise, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la DRSD, peut décider d'intervenir. Pour des raisons de sécurité, l'ensemble des personnes filmées est anonymisé. D'un point de vue cyber, la société Sonleak fait l'objet de plusieurs tentatives d'intrusion dans ses systèmes d'information et très récemment d'une tentative d'escroquerie très organisée. Parfait, merci pour ce point de situation. Cet incident revêt deux dimensions, une dimension économique et une dimension contre-ingérence. Donc il doit être pris au sérieux. Au regard des effectifs disponibles en direction zonale, nous allons apporter un renfort donc, à partir de la direction centrale. Donc deux hypothèses. On prend la photographie de la situation et on mesure à quel point l'attaque est avancée. Ensuite, l'EIC est chargé de mettre fin à cette attaque. Et enfin, à partir du moment où les résultats sont conformes aux attendus, donc on est revenu à une situation nominale, il faut reconstruire le système d'information, s'assurer que l'attaquant n'est plus présent sur le système d'information. Le service, à ce moment-là, pendant la remédiation, accompagne l'entreprise, mais sans intervenir. Et nous allons contrôler à la fin de la remédiation que le niveau de sécurité obtenu est celui que la DRSD attend. Les entreprises de la BITD sont menacées de la même manière que les autres. En revanche, il y a effectivement des pépites industrielles en France qui disposent de technologies ou qui créent, qui développent des applications particulières ou qui développent des technologies particulières jusqu'à des matériaux particuliers. Celles-là sont potentiellement victimes d'attaques et là, il s'agit plutôt de fuite de données. Donc l'attaque vise à extorquer l'entreprise et à lui piller toutes les données sensibles dont elle dispose. Des savoir-faire rares, comme celui de cette entreprise clé de la défense. Inquiète face à la menace cyber, elle préfère témoigner anonymement du soutien qu'elle reçoit de la DRSD. Généralement, quand on fait appel à l'armée, ils interviennent dans la journée. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, on peut discuter avec eux sur les éléments qu'on a déjà trouvés. Ils vont plus loin en termes d'analyse et ils nous font justement une analyse complète et ils nous permettent de répondre à la question est-ce qu'on a été ou pas compromis, et si on a été compromis, quelles sont les actions à mener pour pouvoir justement stopper cette compromission. Dans un cyberespace en perpétuelle évolution, l'innovation tient une place cruciale. En 2019, le ministère des Armées lance la Cyber Defense Factory, une couveuse d'entreprises ouverte aux sociétés qui se lancent dans le domaine. La start-up Glimpse, créée la même année par 4 anciens ingénieurs de la Direction générale de l'armement, est la toute première entreprise à la rejoindre. Son projet,
débusquer les virus. Au départ de notre activité, c'est un algorithme à base de deep learning sur lequel on a travaillé, qu'on appelle nous la conceptualisation de code. Alors à quoi est-ce que ça correspond? Un petit peu comme le cerveau humain lorsqu'il voit par exemple une photo de fleur ou lorsqu'il entend le mot fleur, il est capable de relier ça au concept de la fleur et du coup le comparer, le mémoriser, le relier éventuellement à d'autres concepts. C'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui avec du deep learning, ça, parce qu'on sait reproduire le mécanisme du cerveau humain, le réseau de neurones du cerveau humain, dans le principe même de la conceptualisation. Et donc ce qu'on a fait chez Glimpse, c'est qu'on a entraîné un moteur de deep learning, non pas à regarder des fleurs évidemment, mais à lire du code informatique, des logiciels informatiques. Et cet algorithme de deep learning, il nous a permis de détecter des codes malveillants, par exemple, sur la base de leur concept. On va être capable de voir des variants de virus informatiques et de les détecter. Un algorithme qui doit permettre d'optimiser la réaction face à une cyberattaque. Les derniers exemples qu'on a eus sur les attaques, c'est 4 heures entre le premier mail d'infection initiale et les premières machines qui ont été paralysées par le virus. Donc en 4 heures, l'analyste, il a besoin d'être capable de détecter et d'avoir suffisamment d'informations à ce moment-là pour réagir de manière adaptée et savoir est-ce qu'il faut isoler un poste, est-ce qu'il faut couper le réseau, est-ce qu'il faut éteindre tout le système éventuellement. Là, avec nos outils, on va pouvoir en à peine quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour les cas les plus extrêmes, identifier l'intégralité des codes qui sont au sein d'un malware, l'intégralité des codes connu en tout cas, ce qui va permettre à l'analyse de se concentrer sur sa vraie plus-value, c'est-à-dire le code malveillant lui-même pour savoir ce qu'il va pouvoir faire. Dans un domaine cyber en pleine expansion, le ministère des Armées offre des perspectives pour exercer des métiers variés. La loi de programmation militaire 2019-2025 accroît les efforts faits avec un budget d'1,6 milliard d'euros et un effectif de 5000 spécialistes, civils et militaires, d'ici 2025.